tant que les autres viennent. Je m'appelle Martha Nakande, je suis conseil Pessima Ange pour les Technical Rapid Response Team. En bref, c'est les TKRT ou en français, c'est l'équipe technique de rapide réponse. Nous sommes ravis d'accueillir ce webinaire qui est très important pour cette époque. Avant de commencer, s'il vous plaît, assurez-vous que vos micros et les vidéos sont intacts et profitez également de continuer à faire les présentations sur les boîtes de dialogue, comme j'ai vu les autres déjà commencer. Donc, ce webinaire aujourd'hui est enregistré et sera disponible plus tard via le site web du TKRT. Nous aimerions également saisir cette occasion pour remercier ceux qui ont contribué à ce webinaire aujourd'hui. Premièrement, c'est le JTAM. Je suis sûre que certains déjà d'entre vous avaient déjà entendu parler le JTAM, mais je vais vous résumer pour les autres. Le JTAM, c'est un acronyme pour le Global Technical Assistance Mechanism, qui veut dire le mécanisme global d'assistance technique pour la nutrition. En fait, c'est un mécanisme des experts au niveau global pour donner un soutien technique aux pays qui sont soit avec les déploiements dans les pays ou les techniques, on donne le soutien technique à distance. En même temps, les JTAM aussi développent et partagent les guidelines et les recommandations officielles. Donc, c'est un système approuvé par presque 40 partenaires du Global Nutrition Cluster pour fournir assistance technique nutritionnelle systématiquement, prévisible, opportune et coordonnée afin de répondre aux besoins nutritionnels des personnes touchées par les situations d'urgence. Nous voulons remercier également nos collègues de UNICEF, les TKRT, INN, GO, World Vision et les GNC. Il y a un aspect de JTAM qui est le maintenir des groupes de travail thématiques. Donc, aujourd'hui, c'est contre sur l'émaciation. Ces groupes de travail expliquement soutenu le renforcement des conseils techniques pendant ce temps de COVID-19, ainsi que ces webinaires. Alors, prochaine diapo. Donc, nous ne pouvons pas oublier nos bailleurs. Les remerciements également à notre bailleur, comme tu vois les logos, USAID, SIDA, Irish Aid, Save the Children et UNICEF. Prochaine diapo. Bon, l'agenda d'aujourd'hui inclut la bienvenue, les aperçus, les objectifs et les introductions. J'ai déjà commencé ça. On va aussi écouter les données et les informations actuelles sur le COVID-19 et les enfants. Aussi un bref de la note d'orientation sur les prises en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants dans le contexte du COVID-19. Et on va aussi avoir le cas, les premiers cas, le cas du Bangladesh et le deuxième, c'est une expérience de l'Éthiopie. À la fin de le webinaire, nous aurons encore quelques minutes pour une séance de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les boîtes de dialogue pendant les présentations. Nous voyons que les GNC qui nous aideront aujourd'hui, elle va recueillir et organiser vos questions pour cette séance. Les dernières étapes de cette processus de webinaire consistent à remplir l'enquête en ligne. Nous partageons les lignes pour cette enquête dans les boîtes à images. Cette enquête durait environ 6 à 10 minutes et nous aidera à renforcer nos webinaires à l'avenir. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
L'objectif du webinaire aujourd'hui, le premier, c'est fournir un aperçu de la note d'orientation sur la prise en charge de la manutention aiguë chez les enfants dans le contexte du COVID. C'est déjà partagé à tout le monde, mais on va aussi mettre les lignes dans les boîtes de dialogue. Le deuxième, c'est illustrer certains défis, les contre et les ajustements déjà mis en place dans les programmes prise en charge de la manutention aiguë en préparation ou réponse à COVID-19. Ça, c'est les deux cas qu'on va écouter. Le troisième, c'est donner aux praticiens l'occasion de poser des questions au sujet de prise en charge de la manutention aiguë chez les enfants dans le contexte du COVID-19, améliorer leur réponse. Prochaine diapo. Voilà, notre présentant. C'est si possible pour toutes les présentants, les présentatrices d'activer leur vidéo. Nous allons faire les présentations. J'ai déjà fait une introduction pour moi-même au début de cette webinaire. Donc maintenant, je donne la parole à Mia, Dolaros, Caliste, Maline et Yara. Bon, s'il vous plaît, vous de faire une présentation également. Bonjour. On va commencer avec Mia, je ne sais pas. Je m'appelle Maya Ververs, je suis associée principale du département de la santé internationale Johns Hopkins. C'est le centre humanitaire, santé humanitaire. Et je travaille aussi pour le CDC, le Center of Disease Control and Prevention in Atlanta, États-Unis. Mia, nous aider à activer votre vidéo. Vous voulez voir? Ça marche bien, la vidéo est là. Ah, OK. OK, on continue. Dolaros. Bonjour à tous. Enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Dolores Rio. Je suis conseillère en nutrition au bureau régional de l'UNICEF, basé à Dakar. Et je travaille particulièrement sur le sujet de la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë ou de l'émaciation. Donc, merci d'être là et ravie de vous rencontrer. Et Caliste. Ok, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Calixte Dabou-Biroussa. Je suis chargé des programmes de nutrition, d'urgence et aussi de développement au sein de Vision mondiale internationale et je suis basé au Niger. Je suis content vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et Marlène. Bonjour à tous, je suis Marlène Ebier, officier de nutrition pour Gaulle. Je suis rattachée au siège. Et je représente aujourd'hui mes collègues de Gaulle et Éthiopie. Finalement, Yara. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Yara Sfer. Je travaille avec le cluster nutrition au niveau global en tant que personne ou helpdesk, comme on dit, pour un appui technique pour les urgences en nutrition. Un grand merci à tous et bienvenue à tout le monde encore. Donc, on va donner la parole à Mia qui va nous présenter les premières présentations sur les données et les informations actuelles. Merci, Mia. Bonjour tout le monde. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Je suis ravie d'être avec vous. Je vais parler assez court sur le Covid et les enfants parce que j'ai donné déjà une version plus élaborée il y a 10 jours, je crois, dans la session alimentation infantile et Covid-19. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un extrait de ça. OK, donc le suivant, le diapositive. Donc, cette session concerne plutôt la maladie de COVID-19 et sa transmission. Et que nous dit la science? Juste pour dire encore que le sujet évolue rapidement et pour l'instant, c'est à jour jusqu'à 27 avril et c'est destiné à une audience globale. Suivant. Donc, par rapport à la transmission COVID, les infections respiratoires peuvent être transmises par la gouttelette et ça dépend un petit peu du diamètre différent la route de transmission.
Donc, on a le diamètre plus grand, marqué ici comme gouttelette respiratoire, et les particules beaucoup plus petites, ça s'appelle particules. Le prochain, suivante. Donc, on parle d'abord sur les gouttelettes respiratoires. Et le virus du Covid, c'est probablement principalement transmis entre les personnes par des gouttelettes respiratoires et par contact. Donc, lorsqu'une personne est en contact étroit dans un rayon de 1 mètre avec une personne qui présente des symptômes respiratoires, par exemple de toux ou autrement. Donc, des gouttelettes respiratoires infectieuses peuvent pénétrer dans le corps par la bouche, le nez ou les yeux. Donc, c'est aussi possible de transmission à travers des objets. Donc, les gouttelettes tombent sur les vêtements, ustensiles, jouets, poignées de porte, etc. Et dans l'environnement immédiat de la personne infectée. Donc, c'est-à-dire de contact direct avec des personnes infectées et contact indirect avec des surfaces dans l'environnement immédiat. Suivant. Donc, les particules avec un diamètre beaucoup plus petit peuvent rester dans l'air pendant longtemps et être transmises aux autres personnes sur des distances supérieures à 1 mètre. Dans le cadre de COVID, la transmission aéroportée survient possiblement plus souvent au milieu clinique lorsque les procédures spécifiques. Mais il faut dire que le dernier mot n'a pas encore dit sur ce sujet. D'autres études sont nécessaires pour déterminer s'il est possible de détecter le virus aussi dans l'échantillon de l'air. Donc, suivant. Comme on sait, en tout cas, c'est l'infection sévère avec COVID se caractérise surtout par une réponse inflammatoire massive. On dit un orage de cytokines, c'est une substance qu'on a normalement dans nos corps qui aide pour l'inflammation. Mais ici, c'est une surcharge plutôt de cette réponse et ça donne une détresse respiratoire et un dysfonctionnement de plusieurs organes. Donc, les réponses inflammatoires chez les adultes et les enfants diffèrent et varient tout au long de la vie. Donc, cette réponse inflammatoire peut être moindre chez les enfants. Pour les raisons, on ne sait pas encore exactes, mais moins d'exposition, réponse immunitaire avec des enfants encore relativement immatures ou une probabilité réduite de développer la maladie, même en cas d'infection, on ne sait pas encore. Il y a aussi une autre histoire de récepteur ACE2, mais je ne vais pas parler maintenant, mais ça peut aussi jouer un rôle. Suivant. Donc, quand on parle d'infection, des études en Chine, parmi 72 000 en plus cas confirmés, on a vu que 1% en âge moins que 10 ans. Il y a plusieurs études aussi maintenant, Italie, la France, mais aussi États-Unis. On a trouvé là-bas aussi que le taux d'hospitalisation pour les enfants moins que 18 ans est 1,5 pour 100 000 personnes. Ici, vous pouvez voir le graphique que le taux d'hospitalisation augmente avec l'âge. Donc, jusqu'à présent, les enfants ont représenté plutôt 1 sur jusqu'à 5% des cas diagnostiqués de COVID-19. Suivant. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant par rapport aux enfants? Bon, de nombreuses personnes sont asymptomatiques ou présymptomatiques et peuvent quand même transmettre le COVID, y compris les enfants, même si les enfants n'ont pas de symptômes. Il y avait une étude en Chine que 13% d'enfants confirmés positifs étaient asymptomatiques. Donc, on ne sait pas qu'ils sont infectés. Les enfants en général, principalement asymptomatiques, symptômes légers ou modérés. Le taux de létalité, qu'est-ce qu'on sait de Chine? Que parmi ceux qui sont moins que 40 ans, c'est 1,2% qui est décédé.
Et aux États-Unis, on a vu une étude que c'est 1% moins que 55 ans. Donc, les décès parmi les enfants sont extrêmement rares. Il faut souligner ça encore. Suivante. Donc, j'ai vu plusieurs études et il y a beaucoup d'essais cliniques sur le COVID et c'est surtout les essais sont sur le sont sur le traitement ou vaccin. Suivant. Donc, ce qui n'est toujours pas clair, il y a beaucoup de questions qui restent avec nous pour l'instant. Comment les enfants souffrent de la malnutrition? Sont-ils affectés par le COVID? Est-ce qu'ils sont affectés beaucoup plus ou même peut-être moins parce que leur réponse immunitaire est peut-être moins? On ne sait pas. Contact peau à peau, jeune enfant et mère, quels sont les risques de transmission? Est-ce que le virus est désactivé par la chaleur ou par le froid? Est-ce qu'il y a des alternatives sur le masque? On ne sait pas. Le virus peut y apparaître dans le lait maternel une semaine ou des semaines après qu'une mère ayant eu le COVID soit guérie. Et sont les moyens sûrs de désinfecter les masques ou des alternatives de masques? Est-ce qu'on a des preuves provenant de programmes, donc sur le programme opérationnel, comment faire mieux dans le contexte du COVID? Et une matière fécale aussi. Est-ce qu'il y a de présence de virus dans la matière fécale? Et s'il y a de présence de virus, peut-être seulement les particules et peut-être pas le virus entier qui peut transmettre ou pas transmettre les maladies. Donc, il y a encore beaucoup d'autres questions. Sinon. Donc, la vaccination, c'est une grande préoccupation. Je voudrais encore souligner sur cet aspect que de nombreuses campagnes de vaccination sont suspendues pour l'instant dans beaucoup de pays. Donc, les parents n'amènent plus leurs enfants dans la clinique, donc par rapport aux règles de distanciation sociale, mais aussi la chaîne d'approvisionnement est menacée énormément en raison de perturbations dans les transports. Donc, on doit penser qu'on a besoin éventuellement de campagnes de rattrapage dans le futur. Il ne faut pas oublier. Le dernier diapositive, donc le suivant. Juste pour donner encore, on a sur le site de Hopkins un site que j'ai mis avec toutes les études scientifiques. Ici, vous pouvez voir à droite, c'est le COVID, Maternal et Child Health Nutrition. C'est en anglais, mais tout ce qui est à ce moment publié sur ce sujet, nutrition et sur la santé maternelle et enfant, vous pouvez trouver là-bas. OK, c'est tout pour l'instant. Merci. Alors, merci Mia, merci beaucoup. Rappel gentil pour nos participants d'écrire vos questions dans les boîtes de dialogue. Prochain diapo, s'il vous plaît. Voilà, je vous donne les paroles à Dolores, présente un peu de la note d'orientation sur les prises en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants dans le contexte du COVID-19. Okay, merci, Dolores. Merci. Donc, on m'a informé que ma vidéo n'était pas bonne, donc la connexion n'est pas trop bonne de mon côté, donc je vais mettre la vidéo off, mais peut-être qu'on la mettra pendant les Q&A, juste pour être un petit peu plus interactif. Donc, c'est 10 minutes pour les prochaines, cette présentation à peu près. C'est une présentation qui a été initialement préparée et délivrée donc par Saúl Guerrero pendant la première version de ce webinaire. Je vais essayer d'y rester fidèle et vous partager aussi quelques éléments de mise à jour sur la fin. Donc, l'objectif était de présenter la note globale sur les adaptations de la prise en charge de la malnutrition aiguë dans le contexte COVID, une note qui a été développée par l'UNICEF, le GITAM, le JNC et distribuée maintenant à peu près 5 semaines, aussi traduite en français. Nous étions déjà conscients donc, au moment de développer cette note que beaucoup d'entre vous avaient proposé des adaptations, ont déjà mis en place ces adaptations
Néanmoins, il y avait quand même un consensus et un besoin d'avoir une note globale pour tous, un brief pour tous, un petit peu un point de référence qui pourra être mis à jour, donc, et qui va être mis à jour au fur et à mesure que l'on a des évidences, des informations. Next, suivante. Donc, suivante. Ah, soit c'est moi qui ne vois pas le… Voilà, OK. Donc, pourquoi cette note? Pourquoi cette note d'orientation? Merci. Suivante. Eh bien, pour deux raisons principales. Déjà, l'urgence, il y a quelques semaines, pour adapter nos programmes afin d'assurer la continuation des services tout en minimisant les risques d'infection. Et next, Ben. Et aussi, la deuxième raison, le besoin urgent d'identifier l'information nécessaire et manquante pour next. Donc, pourquoi une note globale? Pourquoi se réunir sur et discuter d'une note globale est un petit peu de question posée. On peut la lire. Pas mal d'entre vous ont déjà sans doute lu cette note. Elle a été distribuée dans plusieurs langues. Next. Mais effectivement, on peut tous la lire. Mais l'objectif était surtout de pouvoir se réunir et de partager des points importants qu'il y avait dans cette note pour mieux la comprendre, mais aussi collecter les questions, les commentaires qui nous aideront à contribuer à son amélioration. Et il y a d'ailleurs une deuxième version en cours, dont je vais dire quelques mots un petit peu plus tard. Next. Comment cette note a été élaborée? Eh bien, il y a eu 4 éléments qui ont été donc considérés, les éléments sur les plateformes des services, essentiellement les soins hospitaliers, puis les soins ambulatoires, et on va dire 2 scénarios. Donc, un scénario où on a considéré une absence, où il n'y a pas de restriction de mouvement, et un scénario où il y a une restriction partielle ou totale des mouvements. Next. Quand on a fait un peu le travail sur les adaptations dans les services hospitaliers, on a constaté que les adaptations, que ce soit dans le scénario avec les mouvements ou ou pas, les adaptations restent les mêmes. Next. Donc maintenant, les diapos qui suivent présentent un petit peu les différentes adaptations. On ne va pas voir chacune d'entre elles une par une, mais juste faire ressortir un petit peu les messages clés. Ici, pour les services hospitaliers, donc dans les 2 scénarios, ce qui ressort essentiellement, ce sont des adaptations par rapport à la protection, à la mitigation du risque de contamination, notamment une attention particulière au protocole d'hygiène et dans ce cadre, un soutien aussi aux mamans avec des enfants, notamment des nourrissons. Une attention aussi particulière à l'augmentation des distances, à la limite, limiter la fréquence des visites. Next. En ce qui concerne les soins ambulatoires, donc, et dans un contexte, next, et dans un contexte, voilà, dans un contexte où il n'y a pas de restriction de mouvement, l'attention est portée essentiellement sur le renforcement des capacités des agents de santé pour la prise en charge, mais surtout l'application de ces mesures d'adaptation, ces mesures d'hygiène. Là, ce qu'on veut faire ressortir, c'est qu'on continue dès que possible, on encourage autant que possible à continuer le traitement de la MAM quand c'est aussi disponible, en augmentant la fréquentation, en réduisant la fréquentation, et en augmentant les rations. Il y a aussi des recommandations d'adaptation à ce niveau-là au niveau de l'admission en utilisant le MUAC seulement. Là aussi pour minimiser les risques de contamination et du coup dans ce cadre s'attarder sur le renforcement des capacités des mamans ou des accompagnants à prendre ce MUAC, ce périmètre brachial. Suivante. Pour toujours les situations ambulatoires, 2 autres recommandations.
pour la diapo suivante, toujours dans un contexte de mouvement possible, enfin pas trop de restrictions de mouvement. Là, c'est plus des mesures de préparation des systèmes au cas où les systèmes soient fortement perturbés, et l'attention est vraiment portée sur le renforcement des capacités des agents de santé communautaires. On n'en est pas dans la prise en charge, mais vraiment renforcer leurs capacités dans ce contexte-là pour qu'ils puissent identifier des cas de malnutrition avec un MUAC, avec un périmètre brachial, et délivrer au minimum un minimum de services nutrition, notamment préventifs, comme indiqué ici, la fourniture de compléments alimentaires préventifs pour les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Suivante. Pour un contexte donc de soins ambulatoires, toujours dans un contexte où les mouvements sont plus restreints, les mouvements partiels, restriction partielle ou totale. Donc tout ce que l'on a mentionné auparavant s'applique dans ce contexte-là, mais là on va un petit peu plus loin, où vraiment il y a un focus, une attention particulière pour la prise en charge, on va dire, de la malnutrition au niveau communautaire. Donc vraiment renforcer les capacités de nos agents communautaires pour qu'ils puissent faire la détection et la prise en charge. Et comme on n'a pas vraiment de protocole standard pour la prise en charge au niveau communautaire et de protocoles simplifiés, on va parler plutôt de différentes simplifications qui se feront, qui vont varier selon les contextes. Donc les simplifications peuvent être autour des critères d'admission, donc on ne va que utiliser le MUAC, autour des dosages pour les ATPE, ou des critères d'admission élargis pour des MUAC à 120 et 125 par exemple. Un point important à noter ici, c'est pour que ce soit un succès quelque part, que ça puisse vraiment bien fonctionner. À ce moment-là, il est important de vraiment considérer des systèmes de rémunération pour les agents de santé communautaire. Donc, ça fait partie un petit peu des conditions pour s'assurer que ça fonctionne. Next. Juste deux recommandations supplémentaires, et je vais juste souligner ici, donc toujours au service ambulatoire, restriction de mouvement partiel ou total, qu'effectivement on augmente la fréquence des visites à 1 fois par mois, et si vraiment on se trouve dans une situation où les services sont temporairement suspendus, ou la distribution des ATPE ne suit pas, on peut éventuellement considérer des visites élargies, étendues sur 2 mois. Suivante. Donc, on arrive sur un peu la dernière slide, les 2 dernières slides qui parlent un petit peu des questions qui restaient, puisqu'au moment où on a développé cette note globale, il a fallu aller assez vite, même si on est toujours en retard, parce que beaucoup d'entre vous avaient quand même commencé, mais on n'avait pas suffisamment d'évidence ou suffisamment d'informations. Il y a quand même beaucoup de questions qui restaient en pendant, notamment des questions plus programmatiques plutôt que scientifiques. Next. Et là, je ne vais pas m'attarder à lire toutes les questions. Je vais vous donner la chance de pouvoir lire la diapo. Next, voilà. Mais ce que je vais prendre l'opportunité pour vous dire un petit peu où on en est du coup par rapport à cette note et depuis le dernier webinaire. Donc, il y a eu un gros effort, un gros travail, je dirais, pour vraiment rassembler toutes les différentes questions. Et INN a fait beaucoup de travail à ce sujet. D'ailleurs, il y a cette plateforme que vous pouvez visiter où vous pouvez aussi poser vos questions. Et les questions ont été rassemblées par thème, donc les grands thèmes. Et 4 grands thèmes ont été identifiés pour informer la prochaine note, des thèmes autour des approches simplifiées, bien sûr. La programmation à distance, comment on s'y prend, les mesures PCE, IPC, et toutes les questions de périmètre brachial pour les nourrissons. Donc, il y a déjà un travail en cours, on devrait avoir une révision bientôt. Les questions qui restent en pendant sont autour des chaînes d'approvisionnement. Surtout des questions de si on n'a pas d'ATPE, ben, vraiment, donc là, le pire des scénarios, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on recommande, ça c'est un petit peu en pendant. Les équipements aussi, les questions autour des équipements de protection, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas d'équipement.
Et enfin, en faisant une révision un petit peu plus systématique de ces questions, de ces évidences, des informations manquantes, on a aussi réalisé qu'il y a quand même des sujets qui restent un petit peu des sujets d'experts, qui ne vont pas forcément être reversés dans la révision de cette note globale, mais qui seront présentés différemment, peut-être une annexe supplémentaire ou une note d'experts, mais bon, voilà, des sujets un petit peu plus élaborés. Juste dernier point aussi, depuis donc, ce webinaire, ce premier webinaire et cette première note, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place au niveau du siège, l'idée dirigée par IRC, pour développer des outils pour la simplification donc, des approches et du traitement. Ces outils sont prêts, on en est à la validation et bientôt la dissémination. Voilà, pour moi, ce sera tout. Grand merci à tout le monde pour Merci Dalla pour cette présentation. Le lien de cette livre est déjà partagé sur les boîtes de dialogue. Alors, nous allons maintenant commencer par les études des cas. Et prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, le premier cas est celui de World Vision et vous voulez avoir les paroles, Monsieur Caliste. Un appel pour tous les participants, s'il vous plaît, continuez à écrire vos questions dans les boîtes de dialogue. Merci. OK, merci beaucoup de la parole. Je vais juste parler de l'expérience de Vision mondiale dans la gestion des cas d'émancipation dans le contexte de la pandémie COVID-19. On va vous parler justement de l'expérience que World Vision a vécue au Bangladesh dans le camp de réfugiés de Rohingya. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. OK, dans le contexte, on peut vous dire qu'au Bangladesh, il y a à peu près 859 808 réfugiés Rohingya qui sont dans 34 cas et puis ils regorgent à peu près 187 844 ménages. Nous voulons aussi vous informer que l'accès aux soins de santé vraiment est limité et qu'il y a partage des installations sanitaires et aussi, en un seul mot, il y a vraiment une vie insalubre. J'aimerais aussi mentionner qu'au Bangladesh, ils ont déjà connu donc le COVID-19. J'aimerais aussi vous dire que plus de 50% de la population sont des enfants. Et puis, dans ces cas-là, il y a à peu près 40 000 personnes au kilomètre carré par rapport aux chiffres qui ont été fournis par nos collègues du Bangladesh. C'est-à-dire, au niveau du Bangladesh, à peu près 40 000 personnes par kilomètre carré, alors qu'au niveau national, c'est 1500 personnes au kilomètre carré. Autre chose que je veux vous dire, c'est que, donc, d'après l'enquête qui a été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé au mois de janvier, ils ont enregistré à peu près, dans ces cas dont je vous ai déjà parlé, 174 128 cas d'infection respiratoire et donc aiguë, ce qui montre que, franchement par là, l'environnement du cas est propice à la propagation des maladies respiratoires. À titre informatif aussi, j'aimerais aussi vous informer qu'à la date d'hier, donc le Bangladesh a connu déjà 11 719 cas confirmés de COVID-19 avec 87 cas de guéris et 189 décès dans tout le pays depuis qu'ils ont commencé à connaître les cas de COVID. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. J'aimerais aussi vous informer qu'il n'y a aucun cas enregistré dans ces cas. Et aussi, les sensibilisations, franchement, sont limitées du fait que, quand même, il n'y a pas la connexion Wi-Fi ou de Wi-Fi. Il y a aussi le faible taux de tests qui demeure aussi une préoccupation. Et puis, j'aimerais aussi vous dire, si les 165 millions d'habitants que connaît cas Bangladesh, on a déjà fait le test pour le COVID-19 pour seulement 99 646 seulement personnes. C'est ça qu'ils ont fait. Et puis, on a vu que dans l'un des régions où l'autre, on a des cas de réfugiés Rohingya, par exemple, au Cox's Bazar, on a déjà enregistré 30 cas dans les communautés d'accueil. Mais heureusement, on n'a pas encore enregistré des cas de COVID dans les cas de réfugiés. Voilà. Diapo.
OK. Quels sont les ajustements qui ont été opérés dans la gestion du COVID-19, dans la gestion des programmes de nutrition, dans le contexte du COVID-19? À ce qui est du dépistage, on a suspendu absolument donc l'approche ménage. Maintenant, on a fait passer au MUAC familial. Donc, ce sont les mamans, les responsables d'enfants qui donc dépistent leurs enfants. Pour ce qui est des programmes de supplémentation nutritionnelle, des programmes de supplémentation nutritionnelle, donc aident les enfants et les femmes qui sont en besoin. Et pour ça, pour les visites, ils se sont déjà entendus, les partenaires, les organisations des Nations Unies, tout le monde se sont entendus et ils ont décidé que pour les enfants de moins de 5 ans, il faut que les visites soient faites après 2 mois, une fois 2 mois, tandis que pour les femmes enceintes et allaitantes, une fois le mois. Ça, c'est pour les programmes de supplémentation nutritionnelle. Pour les programmes de supplémentation nutritionnelle ciblés, c'est une fois le mois. Tandis que pour le programme de traitement ambulatoire, c'est bi-hebdomadaire, c'est-à-dire une fois les deux semaines. Et puis, pour le groupement pour les réunions de sensibilisation, là, ça a été suspendu. Et donc, ils ont dit qu'il faut suspendre tout ça là, et ils utilisent effectivement les télévisions ou les crières par mégaphone pour sensibiliser justement donc les réfugiés sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Diapo. Oui, et l'autre chose qui a été modifiée, c'est juste le flux de travail dans les centres de nutrition. Donc, ça a été modifié du fait que même les responsables de ces camps ont dit qu'il ne faut pas qu'on continue à avoir accès aux personnes extérieures qui entrent dans les camps. Il faut qu'on réduise. Par exemple, même, l'exemple concret, c'est qu'ils ont pu réduire le nombre de staff. Normalement, au début, donc, ils avaient à peu près 20 staffs qui aidaient dans la gestion des cas d'émancipation dans les camps. Malheureusement, après concertation avec d'autres parties, ils ont dit qu'il faut réduire le nombre. Maintenant, ils ont réduit le nombre jusqu'à 4. Et maintenant, ils utilisent les bénévoles. Les bénévoles donc, ont été recrutés, même à l'intérieur des camps, pour justement minimiser la propagation du COVID-19. Et il est à signaler que, exactement, à chaque entrée du camp, il y a quand même des dispositifs de lavage des mains avec des savons ou des désinfectants en utilisant les gels hydroalcooliques. Et en ce qui est de la sensibilisation, je l'ai dit déjà tantôt, on utilise télévision ou mégaphone. Voilà, c'est comme ça que les activités de sensibilisation se font. Et on s'assure que tout le monde qui entre dans les camps donc, doit se laver les mains en utilisant justement du savon ou des gels hydroalcooliques. Diapo. Voilà, les défis ne manquent pas parce qu'il y a l'accès est limité aux humanitaires à cause justement du confinement ou du verrouillage qui est en cours. Et voilà, on ne parvient pas quand même à servir tout le monde. À cause justement aussi de la forte densité de la population, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a partage quand même de certains services comme eau, assainissement, qui rendent quelquefois la distanciation sociale impossible. Et aussi, on peut enregistrer aussi qu'il y a une mauvaise couverture téléphonique, Internet, ce qui rend vraiment difficile donc l'utilisation de mHealth ou de la santé mobile pour la prise en charge. Et aussi, il est à noter que quand même, il y a eu justement aussi la modification des critères d'admission. Pour les CAMAM, ils se sont arrêtés à 13,5 cm, donc entre 120 et 13 cm. Tout cela, ça ajoute encore des problèmes du fait que les mamans ne savent pas lire et écrire. Et aussi, si le maître est le banc, ce n'est pas vraiment bien mentionné pour montrer que c'est... Donc, pour visualiser les 13,5 cm. Diapo. Diapo. OK. Et je peux vous dire que toutes ces modifications, justement, entraînent ou peuvent encore continuer à entraîner une augmentation de la durée de séjour et une réduction du taux de moyen de prise de poids. Il y a aussi l'impossibilité de créer plus de centres de nutrition pour décongestionner les centres existants parce que l'espace est petit et voilà, comme il y a une promiscuité, donc c'est vraiment franchement impossible de créer encore des centres voilà, pour s'assurer de la distanciation sociale. Diapo.
Ok, merci beaucoup, mais j'aimerais aussi mentionner que voilà, la durée d'attente a passé de 55 minutes à 20 minutes. Et on s'assure qu'il y a marquage quand même depuis quand les bénéficiaires viennent prendre des rations. Il faut qu'on s'assure que quand même on respecte la distance et on met des points. On essaie de marquer, montrer là où chaque bénéficiaire doit s'asseoir ou bien là où chaque bénéficiaire doit rester. En plus, j'aimerais aussi vous informer que, comme je l'ai déjà mentionné, les volontaires sont là pour enseigner aux mamans l'utilisation du ruban, de mettre le ruban MIWAC pour donc mesurer le périmètre brachial. Et aussi, ils aident aussi dans la distribution de ces rations et aussi au remplissage des registres. Merci beaucoup. Merci Calice pour cette présentation. Maintenant, j'invite Marlene à présenter le deuxième cas. Marlene, s'il vous plaît. D'accord, merci. La diapo, s'il vous plaît. Et donc, je vais partager avec vous l'expérience de mes collègues de Gaulle Éthiopie sur l'adaptation des programmes de lutte contre la malnutrition aiguë en réponse à la pandémie COVID. Et donc, cette présentation en français vient en parallèle avec la présentation qui avait été faite par ma collègue Ati en anglais en avril. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous donner un aperçu de l'ampleur de la malnutrition en Éthiopie, donc un peu plus d'un quart de la mortalité infantile en Éthiopie est associée à la sous-nutrition. Et la situation nutritionnelle se caractérise par, comme vous pouvez le voir par ces chiffres, hein, par des prévalences élevées de plusieurs formes de malnutrition et de pratiques d'anges inadéquates. Et la malnutrition touche aussi bien les enfants de moins de 5 ans que les femmes en âge de procréer, comme vous pouvez le voir par ces chiffres. Et donc, le plan éthiopien de préparation et de réponse aux urgences estime une augmentation de 30% du nombre de personnes qui vont souffrir de malnutrition aiguë, donc que ce soit sous la forme MAS ou MAM, au 3e trimestre de cette année, une augmentation de 20% au 4e trimestre par rapport aux estimations qui avaient été faites avant la pandémie de COVID. Et donc, cela équivaut à peu près à 70 000 enfants de moins de 5 ans avec masse supplémentaire et près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes et allaitantes avec MAM supplémentaire et qui auront donc besoin d'une prise en charge. Et dans la situation actuelle, on estime que le système sanitaire en Éthiopie ne pourra prendre en charge que 50% de ces cas supplémentaires-là. Donc, pour vous donner un peu un aperçu de la situation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne l'épidémie de COVID même en Éthiopie, donc le patient 0 a été identifié le 13 mars 2020 et jusqu'au 4 mai, donc on estimait le nombre total de cas confirmés à 140 avec 3 décès et 75 guérisons. Et en avril, lorsque la présentation en anglais était faite, on avait les dépistages qui étaient effectués dans 4 centres dans tout le pays, dont 2 à Addis et 2 dans 2 autres régions. Il y avait 3 centres de dépistage COVID qui étaient en attente d'approbation par l'Institut éthiopien de santé publique. Et en plus de cela, l'ouverture de centres de tests privés était également prévue. Donc, face à cette situation, le gouvernement éthiopien avait décidé de mettre en place un certain nombre de restrictions. Donc, les employés du gouvernement devaient travailler autant que possible de la maison. Il y avait des restrictions sur les voyages, donc les déplacements et sur l'utilisation des transports publics dans toutes les régions. Les rassemblements publics étaient interdits, les grands marchés étaient fermés, les réunions étaient restreintes et tous les voyageurs qui entraient dans le pays devaient subir une quarantaine obligatoire de 2 semaines. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc,
En ce qui concerne la préparation à la réponse, donc spécifiquement pour la prise en charge de la malnutrition aiguë, donc l'organe de coordination de la prise en charge de la malnutrition aiguë en Éthiopie est l'UECN, donc l'unité éthiopienne de coordination de la nutrition. Et donc, c'est eux qui coordonnaient la préparation et la réponse. Et donc, en ce qui concerne la préparation, donc au niveau fédéral ou régional, donc le groupe de travail PECIMA, convoqué donc par l'UNCU, s'est engagé dans la révision des recommandations internationales afin de les adapter au contexte éthiopien. Et donc, ils ont développé un document de référence de 6 pages appelé les recommandations pour les programmes de nutrition en situation d'urgence dans le contexte du COVID et qui était en fait le document de référence pour toutes les organisations. Et donc, la version utilisée en avril a commencé à être utilisée à partir du 1er avril avec des mises à jour régulières qui étaient prévues. Et donc, le but de ce document-là était vraiment de fournir des recommandations sur les ajustements à effectuer pour les services essentiels de nutrition qui contribuent à sauver des vies. Et donc, cela impliquait 4 volets. Donc, le premier se concentrait sur l'alimentation et la nutrition du nourrisson du jeune enfant, donc l'ange, mais aussi de la femme enceinte et de la mère allaitante, la mobilisation communautaire et le dépistage de la MAG, tout ce qui concernait les mesures de protection et de contrôle des infections au niveau des CRENAS et des CRENAM. Il n'y avait pas encore de directive sur donc, la protection et le contrôle des infections dans les CRENI. Et enfin, le 4e volet se concentrait sur les adaptations pour la prise en charge de la MAG dans les CRENI, les CRENAS et les CRENAM. En ce qui concerne donc les recommandations émises par l'UECN, il n'y avait pas d'incohérence entre les différentes directives donc sur ces 4 volets puisqu'ils avaient vraiment développé une directive pour un domaine spécifique. C'est-à-dire qu'il y avait une directive pour les distributions alimentaires, une directive pour les centres de santé, une directive pour tout ce qui est ange et alimentation et nutrition maternelle et une directive pour la PECIMA. Et donc, en plus de cette directive-là, donc maintenant, il y a régulièrement donc, des notes d'orientation qui sont développées selon les besoins et au fil du temps. Et ce qu'il prévoit, c'est aussi de faire des mises à jour de ce document de référence-là et sous toujours le leadership du groupe de travail PECIMA et de les intégrer lorsque cela sera nécessaire. Donc, en ce qui concerne GOAL en Éthiopie, donc, nous partageons régulièrement donc, des notes de synthèse sur cette directive et leur mise à jour avec nos équipes. Et nous avons également des réunions régulières avec les autorités locales, donc que ce soit au niveau de la région, du district ou des zones, pour discuter concrètement des adaptations à apporter au programme de nutrition. Ce qui est évident néanmoins, c'est que les managers et les équipes opérationnelles ont vraiment besoin de temps pour digérer toutes ces directives-là et ensuite planifier et effectivement modifier les programmes sur le terrain. Et donc, par conséquent, on pense qu'il sera vraiment nécessaire d'investir du temps et des ressources pour signaler toutes les modifications et les mises à jour qui vont se faire au fil du temps et dans les directives et ensuite pour vraiment aboutir à leur application et donc, je veux dire, à la modification des programmes même. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne la réponse, donc dans la prise en charge de la malnutrition aiguë. Donc, jusqu'à présent, il y a donc une suspension des formations, des ateliers, des réunions, des activités de suivi, évaluation non essentielles, des activités de démonstration culinaire ou des activités au niveau communautaire en ce qui concerne les groupes de support des mères. Les groupes sont limités à un maximum de 10. Donc, pour tout ce qui est groupe de soutien des mères et aussi dans les structures sanitaires et les CRENAM.
mais les services de santé maternelle et infantile sont maintenus, comme par exemple les vaccinations. En ce qui concerne l'ange et la nutrition de la mère, donc les recommandations sont vraiment de poursuivre l'allaitement avec ou sans le COVID-19. Donc, continuer à suivre les recommandations anges habituelles, complétées par la promotion des mesures de protection et de contrôle des infections. Pour ce qui est de la mobilisation communautaire et du dépistage, il est proposé que les agents communautaires puissent continuer à mener les activités avec des groupes limités à 20 personnes et en maintenant bien sûr les mesures de distanciation sociale, de protection et de prévention des infections, donc le lavage des mains, l'utilisation d'équipements de protection individuelle avec les patients symptomatiques. Donc ça, c'est au niveau maintenant des centres de santé, la désinfection des brassards PB avec l'alcool et l'impression et la radiodiffusion des messages clés. Ce qui concerne donc la prévention et le contrôle des infections pour les centres de santé, donc des postes de contrôle de température temporaires ont été installés ou on recommande de les installer. La gestion de l'espace, la distanciation sociale avec 2 mètres et la promotion des messages donc, de prévention et de contrôle des infections, des contacts réduits avec les patients, et des distributions décentralisées et décalées, la considération de distribution de rations doubles et aussi la distribution de kits d'hygiène et la séparation des patients qui sont internés au niveau des cliniques. Enfin, pour ce qui concerne l'adaptation de la prise en charge, donc ce qu'il recommande, c'est ce que je viens de citer, les mesures, donc ça c'est vraiment au niveau des centres de santé. Et en ce qui concerne la réponse de Gaulle en Éthiopie, donc nous nous allions donc sur ces recommandations-là et ces directives du gouvernement, et donc en plus d'appuyer les activités anges et nutrition maternelle. Donc, nous planifions spécifiquement de mettre en échelle à travers des mobilisateurs communautaires une approche PAPC qui s'appelle le plan d'action piloté par la communauté comme stratégie pour soutenir la communication sur les risques et la participation communautaire. Et donc, cette approche consiste en fait à utiliser des champions dans des unités de voisinage au niveau des communautés dans lesquelles nous travaillons, en collaboration avec les leaders communautaires. Et donc, ces champions sont des personnes de la communauté dignes de confiance et respectées, qui ont de l'expérience en ce qui concerne la facilitation de discussions communautaires et qui sont disponibles et prêts à réaliser donc des visites au niveau de leur unité de voisinage. Et donc, cette approche-là sera utilisée pour la dissémination des messages prioritaires, clés, sur l'ange et la nutrition maternelle, et aussi la diffusion des messages sur le COVID et sur les mesures de prévention et de contrôle des infections dans un premier temps. Et donc, dans un second temps, on prévoit d'utiliser la même approche pour la dissémination d'autres messages clés, que ce soit sur la sécurité alimentaire, sur la recherche active de cas masse et les références, sur l'ange, sur la correction des mythes ou des fausses informations sur le COVID. Et donc, en ce qui concerne les adaptations de la PECIMA, donc dans les camps de réfugiés dans lesquels nous travaillons, nos collègues ont été informés qu'ils pouvaient réaliser des admissions PECIMA sur la base d'évaluation visuelle si les agents de santé ne se sentaient pas confortables avec les contacts physiques. Sinon, le dépistage se fera avec un contact limité et avec l'utilisation, bien sûr, d'équipements de protection. En ce qui concerne la distribution de double ration, nous ne les envisagerons uniquement que lorsque des stocks adéquats d'ATPE seront identifiés. Et nous avons été informés qu'un plan de réponse éthiopien a récemment été publié. Marlene, s'il vous plaît, ça reste 2 minutes. Yes, thank you.
Et donc, ce plan accompagne donc le document de référence que j'ai mentionné plus tôt, tout à l'heure. Et donc, pour la coordination, et donc l'UNICEF a été désigné comme leader pour coordonner le prépositionnement d'ATPE. Et donc, cette coordination est vraiment à ses débuts. Si je peux avoir juste le prochain clic pour l'animation. Et donc, en ce qui concerne l'approche, les activités au niveau communautaire, et donc présentement, l'approche bébé famille n'est pas recommandée par l'organisme de coordination de la réponse en Éthiopie, malgré les recommandations internationales de l'UNICEF en faveur de la mise à l'échelle de cette approche. Donc, en Éthiopie, l'UNICEF, le ministère de la Santé au niveau fédéral, l'USAID et l'OMS ont tous posé un veto pour l'utilisation de cette approche en disant, je cite, que l'approche bébé-famille ne peut pas être établie maintenant en raison de l'épidémie de COVID et que les formations donc sont maintenues suspendues. Cependant, il s'engage à ce que l'approche puisse être pilotée et adoptée ultérieurement lorsque la situation sera normale. Et donc, nous, GAUL, nous avons demandé que cette décision soit réexaminée parce que nous pensons que l'approche bébé-mère peut être mise en œuvre en respectant la distanciation sociale et les mesures de prévention et de contrôle des infections. Simplement, elle nécessite d'être adaptée. Et cette expérience est basée vraiment sur l'utilisation de cette approche plan d'action piloté par la communauté que nous avons mené en Sierra Leone lors de l'épidémie d'Ebola. Et donc, juste pour conclure, donc les principaux défis que nous observons dans la réponse. Donc, au niveau des plateformes régionales, c'est vraiment les difficultés pour l'organisation de la coordination, puisqu'il y a beaucoup de restrictions sur les réunions. Donc, et les réunions virtuelles ne sont pas toujours possibles. Donc, les communautés ont vraiment peur et se méfient des étrangers, y compris des personnels des projets, donc des ONG. Le personnel de santé est de plus en plus frustré à cause du manque d'équipements de protection adéquats. Et pour le moment, il n'y a eu aucune communication du gouvernement vis-à-vis des ONG sur la répartition claire des rôles. Et donc, les communications se font vraiment de manière ad hoc. Et de ce fait, GAUL a élaboré son plan de réponse sur la base des recommandations internationales et des plans régionaux d'urgence de l'Institut éthiopien de santé publique. Merci bien. Merci Marlène et merci à tous les présentateurs. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Je crois que nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Comme la situation continue d'évoluer, peut-être certains d'entre vous se demandent comment accéder les supports techniques ou l'assistance pratique pour soutenir leur programme. Il y a 3 types de soutien. Le premier, c'est le soutien technique au pays, soit par le déploiement direct ou soit à distance. Et pour cela, les T-Karate ou les autres intermédiaires du JITAM sont disponibles. Et le deuxième, si vous avez besoin d'engager directement un consultant, il y a le pool de consultants de JITAM. Et le troisième, des conseils techniques rapides qui sont pris en charge par le GNC Help Desk. Dans ces deux cas, visitez le nouveau site web du Nutrition Cluster pour être relié ou support approprié. Prochaine diapo. Alors, nous sommes arrivés à la séance de questions et réponses du webinaire. Merci à tous d'avoir toutes les questions dans la boîte de dialogue, si ce n'est pas encore écrit. Nous sommes arrivés d'avoir Yara pour diriger cette séance. Yara, je vous donne les paroles, s'il vous plaît. Yara? Je ne sais pas s'il y a un problème avec... Attendez, oui, parce que Yara, elle est
elle est sortie et rentrée, donc il faut que je fasse quelque chose. Voilà, Yara, normalement tu peux, voilà. Oui, Ok. d'accord. Je n'arrivais pas à activer mon micro, je suis désolée, je suis ici. Je ne vais pas mettre ma vidéo parce que ma connexion est très faible aujourd'hui, donc j'espère que je vais pouvoir rester avec vous durant cette session. Donc effectivement, pendant le temps que vous avez tous présenté, on a eu énormément de questions. C'est très intéressant donc, de lire ce qui se passait dans la boîte de dialogue. Donc, je vais essayer un peu de classer un peu les questions par thème et de les distribuer ou disons d'essayer de voir qui parmi les présentateurs peuvent répondre. Donc, je suis désolée d'avance si on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais comme Ben a écrit dans la boîte de dialogue, toutes ces questions iront au groupe technique d'assistance, donc le mécanisme GITAM. Et donc, il y a, comme vous savez, au niveau global, des groupes de travail thématiques qui sont formés de nos collègues qui sont représentants au niveau global de nos différentes ONG et des Nations Unies et qui vont pouvoir essayer d'apporter quelques réponses à vos questions. Donc, je vais essayer d'abord de grouper les questions. J'ai quelques questions d'abord du niveau un peu de la recherche. Quelques questions pour Mia et peut-être la première n'est pas très en relation avec le sujet de ce webinaire, mais elle est plutôt par rapport à une confusion de certains de ceux qui sont avec nous aujourd'hui par rapport aux recommandations pour l'allaitement. Est-ce qu'on a des recommandations par rapport à continuer ou non l'allaitement? Je voulais demander peut-être Mia pourrait nous clarifier pour tout le monde quelle est la recommandation. Ok, merci, volontiers. L'allaitement, on a eu un webinaire sur ça il y a 10 jours, donc j'ai mis le lien sur votre boîte de dialogue. Pour l'instant, on n'a pas du tout trouvé le virus de COVID dans le lait maternel. Donc, par rapport à l'allaitement, qu'au OMS, UNICEF, tout le monde soutient l'idée qu'on reste comme on a fait normalement. L'allaitement a beaucoup d'avantages et on reste sur les recommandations d'allaitement exclusif si même la mère est suspectée de cas de COVID. Donc, aussi, l'initiation précoce, c'est très important encore. Avec tout ça, des mesures hygiène, donc un masque provisoire ou dans l'allaitement, couvrir un petit peu la tête de nourrisson. Mais autrement, je veux vraiment que les personnes qui sont intéressées à Angers de voir le webinaire où j'ai mis le lien sur ça. D'accord, merci Mia. Très bien. Donc, j'espère que ça a répondu donc, à vos questions dans le chat box, dans la boîte de dialogue. Il y avait aussi beaucoup de questions pour Dolores, notamment par rapport aux recommandations. Donc, je vais essayer, Dolores, de les résumer. Donc, je vais essayer de résumer 2 ou 3 questions et puis je te donnerai la parole. Donc, voilà. Premièrement, il y a une personne qui a posé cette question avant ce webinaire. Donc, Ben m'avait envoyé cette question. Cette personne est un peu inquiète par rapport au fait que le COVID-19 ne permet plus qu'on puisse accéder à ces enfants et ces femmes enceintes et allaitantes qui sont vulnérables. On n'arrive plus tout à fait à les détecter au niveau de la communauté, ou en tout cas pas aussi bien qu'avant. Et est-ce que le risque de lockdown, la question, est-ce qu'il ne faudrait pas développer des deadlines pour s'assurer qu'il y ait d'atteindre ces personnes malgré COVID-19? Donc, comment faire pour avoir, d'après cette personne, des guidelines qui permettent de minimiser les effets de COVID-19 sur cette population? Parce que ce que dit cette personne, c'est que les guidelines telles qu'elles sont aujourd'hui
ne permettent pas d'atteindre ces personnes-là. Donc, il y a une inquiétude par rapport aux conséquences de Covid-19. Dans la même lignée de cette question, donc c'est à peu près sous le même thème, il y a une autre personne qui a demandé qu'est-ce qui va arriver à ces enfants qui sont détectés par le poids-taille. Dans certains contextes, ça peut être, donc, si les enfants sont détectés par le poids-taille moins que -3 et ils ont un MOAC supérieur à 125 mm, ils ont toujours un risque de mortalité élevé, bien qu'on n'est pas sûr quel est-il exactement. Est-ce qu'on ne serait pas en train de les laisser de côté? Comment faire donc pour ces enfants-là si ces recommandations ou le lockdown continue, ou le confinement, si vous voulez, continue jusqu'à la fin de l'année? Est-ce qu'on ne serait pas en train de les laisser de côté? Donc aussi dans la même lignée, il y a une autre personne qui a demandé si ces règles de restriction ne devraient pas être différentes par rapport plutôt aux classifications de niveau de l'OMS plutôt que s'il y a du mouvement ou pas. Donc ça, c'est une autre question par rapport à Guidelines. Il y a d'autres questions pour toi, Dolores, mais je préfère m'arrêter ici pour te laisser un peu la chance de répondre déjà à ces premières questions. Et après, j'essaierai de résumer les autres si ça te va. Dolores, est-ce que tu as pu m'entendre ou est-ce que je dois redire certaines de ces questions? Alors, j'ai entendu les deux dernières, mais la première, je ne sais pas si c'était de mon côté ou de ton côté, mais c'était très saccadé. Mais si j'ai compris, pour la première question, donc il y a des inquiétudes par rapport à l'impact Covid au niveau donc, de l'état nutritionnel de la population et le fait qu'on ne puisse pas atteindre cette population. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, d'accord, moi j'avais bien compris. Oui, c'était de mon côté, je pense, l'Internet. Donc, en fait, c'est les enfants qu'on n'arrive plus, les enfants de moins de 5 ans qui étaient sous-nutris d'une façon ou d'une autre, et les femmes enceintes et allaitantes qu'on n'arrive plus à les détecter ou dépister de la même façon qu'avant. Donc, c'est un dépistage qui est moins efficace. Donc, la peur de cette personne, c'est qu'en fait, Covid-19 va créer plus de risques sur leur sous-nutrition et potentiellement peut être très dangereux pour cette population. Et comment faire avec les guidelines actuelles pour qu'elles soient plus voilà, qu'elles puissent un peu répondre à cette inquiétude-là. Voilà. Ok. C'est une grande, importante question. Je ne pense pas donner des éléments de réponse à 100%, mais ce que je veux souligner certainement que ça rentre dans cette catégorie de questions aussi de comment s'assurer d'une continuité de service où on a vraiment des restrictions d'accès. Donc, ces problématiques de restrictions d'accès, elles sont beaucoup plus sur la table dans beaucoup plus de pays avec cette question de Covid. Je crois qu'on n'en est pas exactement là, c'est vraiment le pire des scénarios, mais ça a été des questions tout à fait valables dans d'autres contextes d'insécurité. Donc, toutes ces questions de mise en œuvre de services pour des populations qui n'ont pas d'accès se posent et on doit y travailler ensemble dans cette mise en œuvre. Et ça doit être assez contexte spécifique par rapport aux capacités de chacun des pays. Soit on a des couloirs qui nous donnent des accès temporaires et on peut faire des interventions temporaires. Il y a aussi dans ce contexte Covid des conversations autour de OK, donc si vraiment on ne peut pas être là, aucun agent, enfin personne ne peut nous aider évidemment pour identifier ces cas de masse, comment on utilise les agents communautaires ou les acteurs communautaires pour au moins être alertés des cas de détérioration et comme des applications qui pourraient se mettre, c'est pas du tout encore bien déterminé, mais qui pourraient se mettre avec les téléphones, avoir une série de questions que l'on pose avec donc ce genre d'innovation avec des agents communautaires et on les aiderait éventuellement à pouvoir identifier ces cas fragiles
fragilisés, qui se détériorent et pouvoir organiser donc des systèmes d'urgence et de référencement. Donc, on serait vraiment dans la situation extrême où l'accès n'est pas possible. Et bon, ça, mis à part dans les questions d'accès, on est aussi à l'heure d'aujourd'hui, puisque c'est une population fragilisée qui aura peut-être un accès plus limité, dans vraiment un travail de renforcement donc de prévention, de prévention avec, je cherche le mot en français, en fait, je l'ai en anglais, food-based, essentiellement avec de la nourriture, des aliments de complément pour les enfants, qui va être aussi importante. Mais là, évidemment, on reste dans un contexte où il faut un minimum d'accès. Donc, je n'ai pas donné de réponse à cette personne qui, je comprends bien, avait posé cette question avant le webinaire, mais ce sont des problématiques sur lesquelles, en tous les cas, dans cette région où nous sommes à Dakar, on doit aussi se pencher pour chacun de ces contextes, comment aider les équipes, les pays à mettre en place des programmes dans des contextes d'accès difficiles et à continuer les services. Pour la deuxième question, ça aussi, des questions qui se posent. Donc, c'est un débat éternel, on ne va pas y rentrer. Dans le contexte du Covid, pour le poitail versus MUAC, on va commencer sans doute à aussi débattre un peu les seuils. Donc, on a commencé cette conversation au Burkina, par exemple, de quel seuil, est-ce qu'on changeait le seuil d'admission, est-ce qu'on augmente le seuil d'admission? Ce seuil ne serait pas le même, il faut aussi faire attention après avec les différents contextes des pays, ne seraient pas les mêmes pour tous les pays. Mais la question qui va se poser, bien sûr, c'est ça aura un impact sur le supply, et dans un contexte où on anticipe une augmentation de cas, il va falloir mesurer à qui, comment, enfin, qu'est-ce qu'on priorise, parce que tout ça, il faut aussi pouvoir assurer le traitement derrière. Donc, ce sont des conversations aussi en cours. Et s'il y a des mesures et des recommandations très spécifiques, elles seront sans doute, elles apparaîtront sans doute dans des prochaines versions, mais certainement pas dans la prochaine là, qui doit sortir. Et alors, les règles des scénarios de l'OMS, alors ça, c'est un très bon point. Donc, je le mentionnais un petit peu dans la présentation. Oui, donc au moment de faire cette note, on était parti sur 2 scénarios. Effectivement, il y a maintenant les 4 scénarios de l'OMS et certains pays ou régions se sont déjà adaptés par rapport à ces scénarios et voir quelles étaient les mesures d'adaptation dans chacun de ces scénarios en considérant des facteurs aggravants sous ces scénarios qui permettraient de mieux définir ce qu'il faut faire, soit en amont ou soit dans une phase de réponse urgente. Voilà, grosso modo. D'accord, merci Dolores. Donc, c'est très intéressant parce que je vois, bon, comme tu as répondu, tu as dit à plusieurs reprises, donc il faut aussi s'adapter au contexte. Il faut savoir, on va devoir donc regarder chaque contexte et essayer de voir comment adapter donc ces recommandations pour que on puisse atteindre le plus grand nombre des personnes vulnérables dans chacun des pays et même dans les différentes régions des pays. Donc ça, c'est très important. Et c'est aussi important de savoir qu'il y a des discussions en cours donc par rapport aux différentes adaptations. Donc, il y a encore 2 questions pour toi. Ce n'est pas les plus faciles, je l'admets. Donc, est-ce qu'on a, je ne sais pas si peut-être aussi Mia voudrait répondre. Mais la question, c'est est-ce qu'on a de la recherche, des évidences sur l'efficacité des programmes d'urgence intégrant les dépistages avec le périmètre brachial des mamans ou de la famille. Et pareil aussi par rapport à la réduction du dosage de ready-to-use food ou l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi en soins ambulatoires. Est-ce qu'on a des évidences, des recherches qui puissent appuyer et puissent nous montrer ou clarifier un peu les résultats attendus par rapport à ces recommandations? Donc, encore une fois, je sais que ce n'est pas les questions les plus faciles, mais si ou Mia ou Dolores voudraient essayer de répondre.
Ok. Je laisse à UNICEF de répondre. D'accord, Mia. Dolores? Merci. Si j'ai besoin d'aide, j'appellerai l'aide. Non, non, alors juste 2 points. Oui, donc le premier point, c'était par rapport au périmètre brachial. Oui, alors il y a quand même pas mal d'informations qui ressortent sur l'utilisation du périmètre brachial et l'efficacité de cette utilisation avec les mamans. Il y a, dans la région d'Afrique de l'Ouest et centrale, il y a eu plusieurs pays qui ont commencé un peu à récolter donc l'information, les évidences et à constater que la prise du MUAC se fait quand même relativement correctement. La corrélation est assez bonne, donc c'est plutôt encourageant. Dans toutes les informations qu'on a pu collecter dans différents pays, notamment au Niger, au Sénégal, mais aussi, je pense, particulièrement en RDC. Et d'ailleurs, on a des collègues pas mal de la RDC ici qui peuvent mettre dans le chat leur expérience, qui, dans le contexte Ebola, qui ont aussi vraiment pu utiliser le MUAC, Family MUAC, MUAC pour les mamans, et qui a été assez un succès dans ce cadre de Ebola. Donc, pas mal d'informations qui remontent et qui nous indiquent que c'est une approche qui a du potentiel. L'autre question par rapport au dosage. Donc, ce travail continue sur le dosage, mais il y a un travail qui a déjà été fait avec Compass, et notamment au Kenya et au Sud-Soudan, où on a pu constater que le dosage réduit n'avait pas forcément un résultat inférieur. Donc, on n'a pas atterri sur un dosage unique, par exemple, pour un protocole unique simplifié, mais des bonnes avancées à ce sujet-là qui nous permet de conclure que oui, c'est positif en fait. Voilà. Très bien, merci Dolores. Très bien. Donc, le reste des questions étaient plutôt pour Calice et Marlène. Donc, une question pour Calice, si tu es encore avec nous. Donc, la question, c'est depuis la modification des critères d'admission, MAM, les mois qui ne correspondent plus, pardon, est-ce que vous avez, MAM et Sam, est-ce que vous avez vu une différence dans le nombre d'enfants dépistés? Donc ça, c'est une des premières questions. Je te laisse répondre avant de regarder les autres questions. Oui, ok, merci beaucoup pour la question et merci beaucoup pour celui qui a posé la question. Oui, absolument, il y a eu une nette différence. On a vu que, par exemple, si on était, avant, si on accueillait à peu près 20 personnes, maintenant 20 enfants plutôt, maintenant ça a augmenté jusqu'à 30 enfants. Vous voyez donc que donc, ça a un impact, donc les enfants donc, à admettre ont augmenté. Voilà. D'accord, merci. Et est-ce que, donc l'autre question, c'est comment vous avez réussi à faire la formation des mères sur l'utilisation du périmètre brachial en prenant compte de la distanciation? Ok, merci beaucoup. Oui, c'est une question pertinente. Oui, comme vous le savez, donc World Vision avec ses partenaires qui œuvrent dans ces camps de réfugiés, ils avaient même avant Covid commencé à enseigner les mamans donc à prendre le PB en utilisant le MUAC. Et puis, quand à la venue de Covid-19, ils ont été obligatoirement obligés maintenant de faire ça pour tout dépistage. Donc, voilà, ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais comme on avait déjà initié les mamans à utiliser les MUAC, ça a donné, mais tout cela, là où on voit que la maman ne sera pas à mesure de le faire, elle fait tout ça en présence des relais communautaires qui vivent dans le même camp, parce qu'on a dit, comme je vous l'ai dit même tantôt, il n'y a pas vraiment accès aux personnes externes. Donc, on a choisi les volontaires communautaires, les volontaires, les relais communautaires dans les cas même. Donc,
ce sont aussi des réfugiés. Donc, mais quand même, qui ont été sélectionnés et formés, même avant. Mais ce sont eux donc qui aident les mamans. Là aussi, c'est facile, ils montrent, ils les enseignent, mais on ne peut pas dire qu'à 100%, les mamans peuvent elles-mêmes faire, donc utiliser bien le miroir. Ils ont besoin d'aide, de les enseigner, de répéter. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait déjà donc initié les mamans à utiliser les miroirs. Mais là où le relais communautaire voit que ce n'est pas facile, donc elle sera dans le ménage en étant protégée. En étant protégée contre le Covid. Donc, port de masque, tout ce qui est nécessaire pour qu'elle soit protégée. Et puis, il observe la maman à prendre le bébé. Mais on ne peut pas dire franchement que 100%, franchement, on est sûr que ce que la maman va faire, c'est vraiment correct à 100%. Elle a besoin quelquefois des aides, mais on s'assure que, heureusement que dans le camp, il n'y a aucun cas confirmé de Covid et on essaie de continuer les mesures de prévention et de protection contre le Covid-19 en s'assurant que même les staffs qui viennent de l'extérieur, qui sont même réduits, donc assistent, ou bien ceux qui travaillent dans les centres assistent, donc voient, observent comment les mamans prennent les mesures et puis donc les aider dans le cas, même répéter si vous voulez, et dire à la maman de répéter. Voilà, ça a été facile, comme je l'ai dit tantôt, comme on avait déjà initié ça. Mais aussi, tous les partenaires qui œuvrent dans ces cas ont déjà quand même élaboré un guide. Ils ont un guide, si vous voulez même, je vais partager le guide qu'ils utilisent pour la gestion de l'émancipation dans ces camps de réfugiés là-bas. C'est ça que je peux dire. Sinon, franchement, on ne peut pas dire honnêtement que 100% la maman fait bien, mais elle a besoin quelquefois d'être encore renforcée, c'est-à-dire le relais communautaire à la présence de la personne qualifiée. Donc, essayer de voir, de l'aider, de la montrer, mais en s'assurant que quand même, le relais pour la personne qui entre en contact avec la maman est vraiment suffisamment protégé. Voilà, merci. D'accord. D'accord. Il y a une... Si je peux juste compléter sur juste partager notre expérience avec l'approche PB mère ou PB famille. Oui. Nous, en ce qui nous concerne, c'est que oui, dans un certain nombre de cas, nous avions déjà formé les mères et on utilise des brassards MUAC sans nombre. C'est juste avec les codes couleurs. Donc, ça permet de travailler avec les mères même qui ne sont pas alphabétisées, de comprendre quand est-ce qu'il faut qu'elles doivent se rendre au niveau des structures sanitaires pour la prise en charge de leur enfant, juste en utilisant les codes couleurs. Donc, on n'attend pas d'elles qu'elle lise des chiffres, mais juste vraiment qu'elle utilise le code couleur. Donc, vert, jaune, rouge. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on pense qu'il est possible, donc, en respectant les mesures de distanciation sociale, puisque dans la plupart des pays dans lesquels il y a des restrictions, il est parfois possible d'avoir des sessions en petits groupes, soit moins de 10, moins de 15, moins de 20, ça dépend des pays. Et il y a toujours la possibilité de négocier avec les autorités sanitaires locales pour continuer à avoir accès dans les communautés où on travaillait avant. Donc, il y a beaucoup de questions au niveau de l'accès. Mais je pense que ce qui est l'important, c'est de comprendre quand on parle d'accès, à quoi est-ce qu'on fait référence. On peut ne pas avoir un accès physique, nous, travailler à distance, mais nous avons des agents communautaires ou des volontaires avec lesquels nous travaillons avant, qui ont toujours accès parce qu'ils vivent dans dans ces communautés-là. Et on pense qu'il est possible, donc, avec l'expérience qu'on a eue de la gestion de la crise Ebola en Sierra Leone, de continuer à avoir accès aux communautés dans lesquelles on travaillait précédemment, avant le début de cette épidémie. Et donc, il y a un certain nombre d'organisations qui sont en train de développer des guides pour donner des indications, comment adapter vos programmes, comment adapter votre approche communautaire. Donc, nous, on utilise cette approche-là de plan d'action géré par la communauté. Donc, pour ceux qui connaissent un peu assainissement piloté par la communauté, c'est un peu l'idée. Sauf qu'on travaille à réorganiser les communautés par petites unités, donc des unités de voisinage,
d'une dizaine ou d'une quinzaine de familles avec l'agent communautaire qui va travailler avec ces familles-là. Donc, c'est possible en maintenant la distanciation sociale de faciliter des sessions, donc toujours avec l'accord des autorités locales, sur comment utiliser le PBMER. Comme dans certains pays, ils font des séparations à terre pour assurer bien la distance entre les différents patients. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, on a développé des guides pour nos collègues. On sera heureux de les partager s'ils peuvent être utiles. Et donc, on pense que c'est vraiment possible de le faire. Donc, par exemple, en Éthiopie, nos collègues sont en train de mener une action de plaidoyer avec l'unité de coordination qui était complètement opposée à l'idée de pouvoir faire des formations de PBMER avec les maires. Mais je pense que le retour qu'on a eu donc des questions des collègues, c'est vraiment tout le monde est inquiet sur le fait de ne pas pouvoir atteindre ces enfants-là et les toucher. Et donc, on pense que voilà, avec du plaidoyer, de la négociation avec les autorités, c'est possible avec des guides très clairs sur comment essayer d'adapter en respectant la distanciation sociale, en utilisant du matériel de protection. Ça peut être envisagé. D'accord, merci Marlène. Donc, en fait, il y a eu énormément de questions. On ne va pas pouvoir répondre à tous puisqu'on a encore 1 minute avant la fin de ce webinaire. Encore une fois, toutes ces questions, elles vont être transmises au GITAM et au groupe de travail et technique au niveau global. Et je vais donner donc la parole à Martha pour clore donc cette réunion. Merci. Alors, merci beaucoup Yara pour les discussions. Merci à tout le monde. Nous avons arrivé à la fin de la présentation. Mais avant ça, les diapos, s'il vous plaît. Voilà, pour votre information, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires liés à COVID-19. Nous avons précédemment mis webinaire. Le premier, c'était le 27 avril. Ça, c'était Soulange. Et deuxième diapo. Prochaine diapo. Et on a fait aussi un autre la semaine passée. C'était sur le système de information et nutrition pendant la pandémie du COVID-19, conseil les expériences du terrain. Donc, toutes les informations sont disponibles sur le web, sur les TKRT web. Et aussi pour cette webinaire qu'on a fait, les diapos et tous les jugements seront disponibles dans quelques temps. Donc, nous sommes arrivés à la fin du webinaire. Vous voulez remplir l'enquête en ligne qui nous aidera à renforcer nos webinaires à l'avenir. Les lignes, c'est là maintenant. Et pour plus les informations, n'hésitez pas à contacter directement les TKRT. Alors, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit à tout le monde. Nous avons souhaité à tous de rester en excellente santé. Merci. 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 Merci beaucoup.